Éteins le moteur et montre-moi tes papiers. La voix de l'officier était empreinte d'hostilité, déchirant le calme du matin. Je vais juste à l'anniversaire de ma filleule, répondit calmement Maya. Ne me fais pas de malice. Où as-tu trouvé l'argent pour acheter cette voiture? L'agent Deka Martinez s'est approché, une main posée sur son arme. Officier, je coopère pleinement à votre enquête. Enquête? Qui t'a dit de me corriger, l'interrompit-il, avant de la plaquer violemment contre la voiture. C'est un usage excessif de la force, a déclaré Maya fermement. La gifle qu'il lui a donnée a résonné dans la rue. Ce que l'agent Martinez ne savait pas, c'est qu'il venait d'agresser un juge d'une cour d'appel, celui qui était sur le point de changer sa vie pour toujours. Avant de plonger dans la suite, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Bonne lecture. Maya Thompson conduisait sa Honda Civic bleue dans les rues de Birmingham par un samedi matin ensoleillé. Vêtue d'un jean de basket et d'un chemisier simple, elle ressemblait à n'importe quelle étudiante ou jeune professionnelle. Elle se rendait à l'anniversaire de sa filleule, Emma, qui fêtait ses 10 ans à l'autre bout de la ville. En tant que juge à la cour d'appel du comté de Jefferson au cours des 3 dernières années, Maya avait rarement des week-ends de libre, mais elle avait promis à Emma qu'elle serait là. Sur le siège passager se trouvait un cadeau soigneusement emballé, un kit de chimie qu'Emma avait demandé des mois auparavant. Maya sourit, se souvenant qu'Emma n'était qu'une petite fille curieuse du quartier avant que Maya ne devienne l'une des plus jeunes juges du comté. Elle avait délibérément choisi de ne pas conduire son véhicule officiel ce jour-là. Elle aimait séparer sa vie personnelle de son rôle professionnel, notamment lors d'événements familiaux. Un doux jazz résonnait à la radio tandis qu'elle regardait la ville s'éveiller lentement. L'anonymat de ce samedi ordinaire, au volant comme tout citoyen, avait quelque chose d'apaisant. Ce que Maya ne savait pas, c'est qu'en quelques minutes, elle allait découvrir exactement comment les « citoyens ordinaires », comme elle était traitée par le système même qu'elle représentait. À 3 pâtés de maison de la maison de Sarah, un poste de contrôle de police bloquait la route principale. L'agent Derek Martinez, un vétéran de 12 ans avec 4 plaintes disciplinaires antérieures non prouvées, a fait signe à Maya d'arrêter. Il l'a regardée à travers le pare-brise et son comportement a changé instantanément. Il a vu une jeune femme noire conduire seule dans un quartier de classe moyenne et a immédiatement supposé que quelque chose n'allait pas. Maya a poliment baissé la fenêtre. « Bonjour, officier. » Derek ne lui rendit pas son salut. Il aboya plutôt, « Éteins le moteur et montre-moi tes papiers. » Sa voix exprimait une hostilité que Maya avait entendue d'innombrables fois dans des affaires de discrimination devant les tribunaux. Elle lui a remis son permis de conduire et sa carte grise, en gardant ses mains bien visibles, une pratique de sécurité qu'elle avait apprise auprès des avocats des droits civiques. Deka a examiné les documents, visiblement irrité de constater que tout était en ordre. « Cette voiture est vraiment à toi ?» demanda-t-il d'un ton accusateur. « Oui, je l'ai achetée l'année dernière », répondit calmement Maya. Deka a neigé. « Avec quel argent? Où travailles-tu » La question piège sentait le profilage racial, une pratique que Maya avait jugée illégale plus d'une fois dans sa salle d'audience. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que Maya Thompson détenait le pouvoir de changer tout ce qui était sur le point de se produire. Derek lui a ordonné de sortir du véhicule pour un « contrôle de sécurité », dépassant clairement les limites légales d'un contrôle routier de routine. Maya connaissait ses droits. Mais elle savait aussi que le contester verbalement pouvait aggraver la situation ou une réalité dont elle avait été témoin dans des dizaines de cas. Elle s'exécuta avec une dignité tranquille, gardant ses mouvements lents, ses mains visibles. Deka a commencé à fouiller son véhicule sans mandat, en violation flagrante du 4e amendement. Maya en a pris note. D'autres officiers se tenaient à proximité. Certains semblaient inquiets. D'autres étaient hébétés, habitués à voir ce genre de scène bien trop souvent. Parmi eux se trouvait le détective James Carter, un officier noir dont la sœur cadette avait été victime de violences policières à Atlanta 3 ans plus tôt. Ce traumatisme l'avait conduit à être transféré à Birmingham, dans l'espoir de faire une différence. James a noté le comportement calme et posé de Maya, un contraste frappant avec l'agressivité excessive de Derek. Il s'est approché prudemment. « Derek, tout semble en ordre ici. On peut passer à autre chose. » Derek se retourna, visiblement irrité. « Elle est trop intelligente. Ces gens devraient apprendre à respecter l'autorité. » James recula, mais son regard croisa brièvement celui de Maya. Tous deux comprirent la vérité, quelque chose clochait sérieusement dans cet arrêt. « Officier Martinez, » dit Maya en lisant sa plaque signalétique, «
je coopère pleinement à votre enquête. Pour Deka, sa réponse calme et articulée ressemblait à un défi. Une enquête? Qui t'a dit que tu pouvais me corriger? Sans prévenir, il la poussa violemment contre la voiture. Maya resta debout, stupéfaite, mais pas surprise. Elle avait déjà présidé des affaires similaires. Officier, vous utilisez une force excessive, a-t-elle déclaré clairement. La phrase, légalement correcte et prononcée avec une autorité calme, a déclenché quelque chose de profond chez Deka. Il l'a giflé violemment. Le bruit retentit, attirant l'attention des piétons à proximité, qui s'arrêtèrent et regardèrent fixement. À ce moment critique, Maya prit une décision réfléchie. Elle devait décliner son identité comme l'exige la loi, mais seulement après s'être assurée de la présence de témoins. Je suis Maya Thompson, juge à la cour d'appel, annonça-t-elle fermement. Et vous venez d'agresser un magistrat en exercice. Un silence stupéfait suivit. Deka sentit le sang lui quitter le visage. James Carter s'avança, saisissant la gravité de ce qui venait de se passer. D'autres officiers commencèrent à murmurer entre eux. Le monde de Derek venait de s'effondrer et il ne s'en rendait même pas compte encore. Il resta figé quelques secondes, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Puis il laissa échapper un rire nerveux. Un juge? Toi? Une petite fille comme toi. Son esprit rejeta la vérité. L'accepter signifiait la fin de sa carrière. Vous mentez pour éviter d'être arrêté, dit-il, bien que sa voix tremblait. Maya fouilla calmement dans sa poche et en sortit sa carte d'identité officielle. C'est mon badge officiel. Je vous suggère d'arrêter et d'appeler votre superviseur. Deka regarda la carte d'identité, puis Maya, puis de nouveau. Les autres policiers se rapprochèrent en chuchotant. James Carter a immédiatement reconnu la pièce d'identité. Il l'avait vue au tribunal lors de témoignages. Derek, murmura-t-il avec urgence, elle dit la vérité. Mais Derek était dans le déni total. Son esprit cherchait désespérément une issue. Si elle était vraiment juge, il était fichu. Il prit donc la pire décision possible, il redoubla d'efforts. Fausse carte d'identité, déclara-t-il d'une voix forte. Ça ne fait qu'empirer les choses pour toi. Il a sorti ses menottes, ignorant les objections croissantes des autres officiers. Derek, peut-être qu'on devrait d'abord vérifier. Commença James. Tais-toi, explosa Deka. Cette femme résiste à son arrestation et utilise de faux papiers. Maya réalisa que Derek était entré en état d'autodéfense psychologique. Il ne pouvait tout simplement pas accepter la réalité. Elle a arrêté de résister, sachant que chaque mouvement de Deka était désormais surveillé et enregistré. Agent Martinez, dit-elle calmement, vous commettez une grave erreur. La loi m'oblige à vous informer que je suis juge en exercice et que vous commettez une infraction fédérale. Deka a giflé les menottes. Un délit fédéral? Madame, vous allez en prison pour usurpation d'identité. James Carter a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Plusieurs passants ont fait de même. Derek, perdu dans son déni, n'a pas remarqué que sa carrière était détruite en temps réel. Derek, arrête, dit James d'une voix désormais ferme. Il faut vérifier son identité avant d'aller plus loin. Mais Deka a poussé Maya vers la voiture de patrouille. Elle va au poste. Qu'il démêle ses mensonges là-bas. Maya n'a pas résisté. Elle savait que chaque seconde de cette arrestation illégale était documentée et que le système qu'elle servait viendrait bientôt la chercher. La seule question était, serait-ce assez rapide? Au 4e commissariat, Maya a été traitée comme n'importe quel détenu ordinaire, malgré ses déclarations répétées selon lesquelles elle était juge. Deka a demandé aux autres policiers d'ignorer ces fausses déclarations, créant ainsi un climat de déni collectif. Maya se retrouve désormais dans une situation impossible. Légalement, elle devrait être libérée immédiatement et Deka devrait être arrêtée. Pourtant, elle reste détenue par ses propres services. Lors de son admission, elle sollicite formellement l'appel téléphonique garanti par la Constitution. Qui souhaitez-vous appeler? Demande le sergent Mike Rodriguez, visiblement mal à l'aise face à toute cette situation. Au greffe de la Cour supérieure, répond Maya. Le numéro est public. Elle compose le numéro principal et demande à parler au juge de permanence. Ici la juge Maya Thompson. Je suis détenu illégalement au commissariat du 4e district. J'ai besoin que vous activiez le protocole judiciaire d'urgence.
À l'autre bout du fil, le juge Robert Chen, son collègue depuis 2 ans, croit d'abord à une blague. Mais la voix de Maya, bien que posée, est chargée d'une tension qu'il reconnaît immédiatement. Maya, c'est sérieux? Absolument. J'ai été agressé par un policier nommé Deka Martinez et je suis détenu sous de fausses accusations malgré la présentation d'une pièce d'identité valide. Chen ne perd pas de temps. J'active le protocole immédiatement. Restez en ligne. En moins de 30 minutes, il contacte Margaret Foster, l'administratrice judiciaire du comté, une femme de 25 ans qui connaît par cœur tous les protocoles d'urgence. Foster appelle immédiatement le capitaine Thomas Bradley du 4e district. Capitaine Bradley, nous sommes dans une situation critique. L'un de nos juges est détenu à votre poste. Bradley, qui assistait à une réunion sur les statistiques de la criminalité, sentit son estomac se nouer. C'est impossible, madame. Nous n'avons aucun juge en détention. Foster vérifie à nouveau ses notes. Juge Maya Thompson. Arrêté vers 10h30 par l'agent Derek Martinez. Bradley court vérifier les registres. Il découvre que Maya Thompson est en détention pour résistance à l'arrestation et falsification de documents. Son monde s'effondre. Il appelle Deka immédiatement. Martinez, viens à mon bureau maintenant. Mais pendant que cela se déroule, Foster active des protocoles qui n'ont pas été utilisés depuis des années, des notifications sont envoyées au procureur général de l'État, au bureau du gouverneur et au juge en chef de la cour d'appel. James Carter, observant le chaos grandissant parmi les surveillants, s'approche tranquillement de la cellule de Maya. Ton appel a fonctionné, murmure-t-il. Des personnes importantes sont en route. Maya hoche simplement la tête, mais intérieurement, elle ressent un soulagement. Le système judiciaire fonctionne comme il se doit. En 2 heures, le 4e district reçoit 3 appels téléphoniques bouleversants, un du bureau du gouverneur, un du procureur général de l'État et un du juge en chef. Chaque appel est plus intense que le précédent. Le capitaine Bradley est trempé de sueur et tente d'expliquer comment cela a pu arriver aux officiels qui ont le pouvoir de mettre fin à sa carrière. Comment l'un de nos agents a-t-il réussi à arrêter un juge d'État en exercice, demande l'assistant du gouverneur. Bradley n'a pas de réponse. Derek Martinez est convoqué d'urgence au bureau du capitaine, où il trouve Bradley entouré de 3 téléphones sonnant simultanément. Dec, dis-moi exactement ce qui s'est passé ce matin, dit Bradley, la voix tendue par une rage à peine contenue. Toujours dans le déni, Deka répète sa version. Une jeune femme noire a résisté à son arrestation et a présenté une fausse pièce d'identité. Bradley tourne l'écran de l'ordinateur vers lui. Derek, le système judiciaire confirme que Maya Thompson est juge en exercice depuis 3 ans. Deka regarde l'écran, puis Bradley, puis revient à lui. La réalité s'abat sur lui. Ses jambes fléchissent et il s'agrippe au bureau pour rester debout. Je ne savais pas. Bradley le coupe. Tu as agressé un juge d'État, Derek. Tu as détruit ta carrière, et peut-être la mienne aussi. Pendant ce temps, Margaret Foster arrive au poste avec 2 assistants judiciaires et des documents officiels garantissant la libération immédiate de Maya. À son arrivée dans le 4e district, l'atmosphère change radicalement. Elle n'est pas une simple employée de justice. C'est une figure respectée du système judiciaire de Birmingham depuis plus de 20 ans. Le capitaine Bradley la salue personnellement, visiblement nerveux. Madame Foster, nous gérons la situation. Foster le coupe. Capitaine, nous ne sommes pas là pour gérer quoi que ce soit. Nous sommes là pour veiller au respect de la loi. Elle présente l'ordre de libération et une demande de préservation de toutes les preuves liées à la détention de Maya. Maya est escortée hors de sa cellule, conservant sa dignité malgré l'humiliation. Foster la serre discrètement dans ses bras. Maya. Le tribunal s'occupe de tout. Maya hoche la tête, mais son expression est grave. Margaret, ça ne peut pas disparaître comme ça. Ce que j'ai vu ici révèle un schéma systémique. C'est pourquoi nous documentons tout, répond Foster. Deka Martinez est officiellement suspendu en présence de Maya, une procédure obligatoire lorsqu'un policier est accusé d'avoir agressé un juge. Il évite son regard, comprenant enfin ce qu'il a fait. James Carter regarde, soulagé, mais inquiet des conséquences que son implication pourrait entraîner. Le lendemain, Maya Thompson entre à la cour d'appel, vêtue de sa robe de juge pour la première fois depuis l'agression. La salle d'audience est bondée. Avocats, journalistes et personnel judiciaire savent tous qu'un événement historique est en cours.
Maya n'est pas là en tant que victime. Elle préside une audience préliminaire concernant sa propre détention, une étape rare mais nécessaire pour établir officiellement les faits. Decca Martinez arrive avec un avocat syndical, visiblement bouleversé. Lorsque Maya entre, il la voit enfin telle qu'elle est vraiment, non pas la femme noire suspecte, évoquée par ses préjugés, mais une juge respectée, revêtue de la robe de la justice qu'il a bafouée. Cette audience vise à établir les faits entourant les événements d'hier, annonce solennellement Maya. Bien que j'aie été la victime, je présiderai cette audience conformément au protocole de l'État. Elle se retire de toute décision punitive, qui sera traitée par d'autres tribunaux. Des témoins témoignent. James Carter confirme l'agression. Des passants confirment un usage excessif de la force. Les relevés téléphoniques confirment les efforts de Maya pour s'identifier. Derek est formellement accusé d'avoir agressé un magistrat à un crime fédéral et est suspendu sans salaire. Plus important encore, Maya ordonne une enquête complète sur les pratiques de détention du 4e district au cours des 5 dernières années. Officier Martinez, dit-elle en s'adressant directement à lui, vos actes ne me visaient pas seulement. Ils ont violé les droits constitutionnels et mis en danger tous les citoyens que vous avez juré de protéger. Decca parle enfin. Votre honneur, je n'ai aucune excuse. J'ai laissé mes préjugés obscurcir mon jugement. J'ai trahi tout ce que j'avais juré de défendre. Maya hoche la tête. Ces aveux sont un premier pas vers la justice, agent Martinez. Mais reconnaître ces actes ne suffit pas. Nous devons déterminer si vos actes constituent un incident isolé ou s'inscrivent dans un schéma plus large. L'enquête qu'elle lance révèle des statistiques choquantes sur le profilage racial au sein du département. Le cas de Decca devient le point d'entrée dans une crise systémique plus large qui affecte des centaines de vies. Après l'audience, Margaret Foster s'approche de Maya. Maya, les données préliminaires sont déjà inquiétantes. Nous avons constaté d'importantes disparités dans les pratiques d'arrestation. Maya n'est pas surprise. Margaret, je savais que ce n'était pas seulement un mauvais policier. Nous devons examiner chaque cas, chaque pratique, chaque plainte ignorée. La justice commence enfin à suivre son cours. Mais Maya sait que ce n'est que le début d'une bataille bien plus profonde pour les droits civiques à Birmingham. L'enquête qu'elle a ordonnée révèle des données alarmantes. Au cours des 5 dernières années, le poste de police du 4e district a arrêté des citoyens noirs pour « résistance à l'arrestation » à un taux 340% plus élevé que celui des citoyens blancs, malgré le fait qu'il dessert une zone démographiquement équilibrée. Plus choquant encore, 78% de ces arrestations n'ont jamais abouti à une condamnation, ce qui suggère que les accusations initiales étaient souvent sans fondement. Maya travaille en étroite collaboration avec le procureur général de l'État pour analyser chaque dossier et découvre un profilage racial systémique déguisé en intervention policière proactive. De plus en plus d'agents commencent à coopérer à l'enquête, craignant pour leur carrière. James Carter devient un témoin clé, fournissant un aperçu détaillé d'une culture départementale qui a normalisé de telles pratiques. Derek ne faisait pas exception, témoigne-t-il. Il était simplement le plus flagrant. Le capitaine Bradley, soucieux de sauver sa carrière, affirme ignorer les tendances statistiques. Pourtant, les archives montrent qu'il avait signé des rapports mensuels révélant clairement ces disparités. Decca Martinez, désormais poursuivi par le gouvernement fédéral, tente de conclure un accord de coopération en divulguant les noms d'autres officiers impliqués dans des actes répréhensibles similaires. L'enquête s'étend rapidement au-delà d'un seul officier pour examiner une culture institutionnelle bien ancrée. Maya rencontre des familles touchées par les pratiques du service. Carmen Rodriguez, une infirmière arrêtée pour flânerie en attendant un bus, l'aborde. Juge Thompson, personne ne m'aurait cru seul, dit-elle. Maya la met désormais en contact avec des avocats spécialisés dans les droits civiques. Carmen, ta voix compte. Tous ceux qui ont subi une injustice méritent d'être entendus. Cette affaire devient un catalyseur pour la réforme des pratiques policières, non seulement à Birmingham, mais dans des départements similaires à travers l'État. L'analyse des données révèle que les superviseurs étaient depuis longtemps au courant des pratiques de profilage racial, mais les toléraient afin de maintenir des statistiques d'arrestations élevées. Maya réalise que le problème va au-delà de Decca Martinez. Il s'agit de démanteler un système qui a permis à la discrimination de prospérer sous couvert de maintien de l'ordre. Nous ne poursuivons pas seulement un policier, explique-t-elle à Margaret Foster. Nous examinons comment les institutions trahissent les citoyens en l'absence de responsabilité. Foster est d'accord. Maya, cette enquête pourrait changer les pratiques policières dans tout l'État. Êtes-vous prête à subir un tel examen?
Maya n'hésite pas. Margaret, si nous ne saisissons pas cette occasion d'apporter un réel changement, l'agression de Decca contre moi n'aura servi à rien. Nous le devons à tous les citoyens qui ont souffert en silence. L'enquête s'élargit pour inclure les violations des droits civils fédéraux, le ministère de la Justice lançant un examen des pratiques policières à Birmingham. Lorsque les journalistes découvrent qu'un juge d'État a été agressé et arrêté illégalement dans le cadre d'un incident impliquant un profilage racial, l'affaire fait la une des journaux nationaux. Initialement hésitante à s'exprimer publiquement, Maya réalise que sa position lui donne le pouvoir d'amplifier la voix de ceux qui ne bénéficient pas d'une protection institutionnelle. Lors d'une conférence de presse soigneusement préparée, elle se présente non pas comme une héroïne, mais comme un témoin privilégié de problèmes systémiques. Mon expérience a été choquante, mais elle n'était pas unique, déclare-t-elle. La seule différence, c'est que j'avais le pouvoir institutionnel de me faire entendre. Des organisations de défense des droits civiques de tout le pays commencent à envoyer des représentants à Birmingham. Des familles ayant vécu des expériences similaires se manifestent, inspirées par l'exemple de Maya. Carmen Rodriguez, l'infirmière arrêtée pour avoir flâné en attendant un bus, s'approche à nouveau de Maya après la conférence. Juge Thompson, personne ne m'aurait cru si j'avais été seul. Mais maintenant que vous avez parlé, Maya la met en contact avec des avocats spécialisés dans les droits civiques. Carmen, ton histoire compte autant que la mienne. Ensemble, nous pouvons exiger le changement. Cette affaire devient un catalyseur à l'échelle de l'État pour la réforme de la police. Martinez coopérant désormais pleinement, il révèle que ses supérieurs étaient au courant du profilage racial mais l'ont laissé continuer afin de préserver les statistiques d'arrestation. Ils nous ont dit d'être proactifs, se souvient Eric. Mais tout le monde savait ce que cela signifiait vraiment. Les enquêteurs fédéraux interrogent des dizaines d'agents. Nombre d'entre eux admettent avoir été témoins de pratiques discriminatoires, mais craindre des représailles s'ils les signalaient. James Carter devient un témoin clé, décrivant comment de bons officiers ont été contraints de garder le silence sur leurs fautes. La culture était claire, la loyauté envers le ministère passait avant la protection des droits des citoyens, explique-t-il. Maya travaille avec les législateurs de l'État pour rédiger de nouvelles lois de surveillance. Le projet de loi impose la publication publique de rapports mensuels d'arrestation par race et exige des enquêtes chaque fois que les disparités dépassent des seuils définis. Le capitaine Bradley est suspendu pendant que les enquêteurs fédéraux examinent son rôle dans la dissimulation de pratiques discriminatoires. Maya reçoit des lettres de citoyens de tout l'Alabama détaillant des expériences similaires avec la police. Chaque histoire renforce sa conviction que l'agression de Decca n'était que la partie visible d'un problème beaucoup plus profond. Nous ne pouvons pas laisser passer ce moment sans un changement réel et durable, déclare-t-elle à ses collègues juges. Si nous le faisons, nous trahirons tous les citoyens qui nous ont fait confiance pour défendre leurs droits. Le ministère de la Justice annonce qu'il va enquêter sur les pratiques policières dans 3 villes de l'Alabama, à commencer par Birmingham. Des mois après son arrestation, Maya préside le procès pénal de Decca Martinez pour agression d'un juge et violation des droits civils. Decca plaide coupable en vertu d'un accord exigeant une coopération totale avec les enquêtes fédérales. Lors de la détermination de la peine, Maya utilise son pouvoir discrétionnaire avec sagesse et clarté. Monsieur Martinez, dit-elle, vos actions à mon égard étaient motivées par des préjugés qui ont empoisonné votre sens de la justice. Vous ne m'avez pas perçue comme une citoyenne méritant le respect, mais à travers le prisme des stéréotypes raciaux. Decca, sincèrement plein de remords après des mois de thérapie obligatoire, répond. Juge Thompson, rien ne peut excuser ce que j'ai fait. Je comprends maintenant que j'ai violé non seulement la loi, mais aussi les principes que j'ai juré de défendre. Maya le condamne à 18 mois de prison, 3 ans de probation et 500 heures de travaux d'intérêt général dans des organisations de défense des droits civiques, une peine qui privilégie la réforme plutôt que la vengeance. Monsieur Martinez, ajoute-t-elle, la punition seule ne changera pas la culture qui a façonné votre comportement. Votre véritable sentence est de passer les années à venir à apprendre à connaître les communautés que vous avez lésées et à œuvrer pour réparer les dégâts. Le capitaine Bradley est licencié après qu'une enquête administrative a révélé qu'il avait systématiquement ignoré les plaintes de discrimination. Des courriels internes montrent qu'il avait demandé aux officiers d'éviter de documenter les incidents à motivation raciale. James Carter est promu superviseur de la formation aux droits civiques et chargé de diriger les réformes internes. Sa première initiative exige que tous les agents participent à des séances mensuelles avec les membres de la communauté qui ont été victimes d'inconduite policière. Nous avons besoin que les officiers considèrent les citoyens comme des personnes, et non comme des statistiques, explique Carter aux nouvelles recrues.
Plus important encore, cette affaire crée un précédent juridique au niveau de l'État pour la poursuite du profilage racial institutionnel. Maya collabore avec le procureur général de l'État pour établir de nouveaux protocoles. Les services de police doivent désormais soumettre des statistiques mensuelles d'arrestation par origine ethnique, et les disparités importantes déclenchent automatiquement des examens fédéraux. La coopération de DECA conduit à des mesures disciplinaires contre plusieurs autres officiers et 3 superviseurs. L'enquête révèle une culture dans laquelle les pratiques discriminatoires étaient non seulement tolérées, mais encouragées. Maya s'adresse au conseil municipal de Birmingham au sujet des réformes. Nous avons montré que le changement est possible lorsque les institutions sont tenues responsables. Mais ce n'était que le début. Le fonds d'indemnisation des victimes a atteint 12 millions de dollars, fournissant une aide financière aux familles touchées par des pratiques policières discriminatoires. Inspirée par l'exemple de Maya, Carmen Rodriguez a repris ses études et est devenue avocate spécialisée dans les droits civiques. Son premier dossier concernait une famille dont le fils adolescent avait été arrêté pour « comportement suspect » alors qu'il rentrait de l'école à pied. Le juge Thompson m'a montré que dire la vérité au pouvoir peut créer un réel changement, a déclaré Carmen lors de sa remise de diplôme en droit. 18 mois après l'incident, de véritables réformes ont commencé à prendre forme au sein du département de police de Birmingham. Une formation obligatoire sur les préjugés inconscients a été introduite, ainsi que l'utilisation généralisée de caméras corporelles et des audits statistiques mensuels permettant de suivre les arrestations à l'aide de données démographiques. Maya, qui travaille désormais sur une réforme judiciaire à l'échelle de l'État, a aidé à concevoir des protocoles pour détecter le profilage racial systémique dans d'autres comtés. Le modèle de Birmingham est devenu un modèle pour la réforme de la police en Alabama. Un fonds de 12 millions de dollars a été créé pour indemniser les victimes confirmées de profilage racial au cours des 5 dernières années, un montant important mais réaliste pour les budgets municipaux. Carmen, inspirée par Maya, est retournée à l'école et a étudié le droit. Sa première affaire ? Une adolescente arrêtée pour avoir flâné à l'arrêt de bus de son école. Le juge Thompson m'a appris que le courage d'une seule personne peut changer un système entier, a déclaré Carmen avec fierté lors de sa cérémonie de remise de diplôme. James Carter a dirigé un nouveau programme pionnier dans lequel les officiers ayant des antécédents de préjugés implicites recevaient une formation intensive, et pas seulement une sanction. Notre objectif n'est pas seulement de punir les fautes professionnelles, a expliqué Carter. Nous apprenons aux policiers à considérer chaque citoyen comme un enfant, un parent ou un voisin. DECA Martinez, qui purge actuellement sa peine, a participé à des programmes éducatifs en prison axés sur la diversité et les droits civiques. Il écrivit des lettres à Maya. Elle les lut, mais ne répondit pas. Elle comprit que la véritable rédemption devait venir de l'intérieur. Plus important encore, les taux d'arrestation pour profilage racial à Birmingham ont chuté de 60% en 2 ans, prouvant qu'un changement systémique est possible lorsque la surveillance est appliquée. Maya a conservé son poste sur le banc mais a également servi de consultante pour les efforts de réforme de la justice raciale de l'État. Elle a aidé à former des juges d'autres comtés à reconnaître les schémas de discrimination au sein de leur salle d'audience. L'enquête fédérale s'est étendue à 5 villes supplémentaires de l'Alabama, utilisant Birmingham comme preuve vivante que la réforme fonctionne si les institutions sont tenues responsables. Une nouvelle législation de l'État exige que chaque service de police communique trimestriellement les données d'arrestation par race. Les départements présentant des disparités importantes seraient soumis à un examen fédéral automatique et risqueraient de perdre le financement de l'État. Lors d'une conférence de juges d'État, Maya a prononcé un discours liminaire. Nous avons appris que la justice ne se limite pas à ce qui se passe dans les salles d'audience. Elle commence dès le moment où un citoyen rencontre les forces de l'ordre. Le département de police de Birmingham, autrefois sous enquête fédérale, était devenu un modèle de police progressiste. D'autres villes ont envoyé des délégations pour étudier leurs réformes. Maya a réfléchi au chemin parcouru. Le changement a été lent, mais il était réel. Chaque mois, de moins en moins de familles vivaient ce qu'elle avait vécu ce samedi matin. 3 ans après son arrestation, Maya a emprunté les mêmes rues où DECA Martinez l'avait agressée. Cette fois, elle a vu des agents de la communauté parler respectueusement aux habitants. Des caméras corporelles étaient clairement visibles sur chaque uniforme. 2 ans plus tard, Maya Thompson était assise dans son bureau judiciaire en train de préparer une affaire de droit civique lorsque son téléphone a sonné. C'était Sarah, sa meilleure amie. Maya, Emma veut que tu viennes à sa fête d'anniversaire de 12 ans. Elle dit que tu es son héroïne. Maya sourit en se souvenant de la façon dont tout a commencé alors qu'elle se rendait à la fête du 10e anniversaire d'Emma.
Dis-lui que je serai là, dit Maya. Et cette fois, je serai à l'heure. Elle regarda la photo sur son bureau, Carmen Rodriguez, lors de sa remise de diplôme en droit, debout à côté d'autres femmes dont les dossiers avaient été rouverts après l'enquête de Maya. Sur le mur était accrochée une simple citation gravée. La justice ne se résume pas à ce que nous faisons au tribunal, mais aussi à la manière dont nous nous traitons les uns les autres dans la rue. Cet après-midi-là, Maya a traversé le même quartier où elle avait été agressée 2 ans plus tôt, non pas en tant que victime ou symbole, mais en tant que citoyenne de Birmingham, dans une ville devenue un peu plus juste. À la radio, un reportage mentionnait que le modèle de réforme de la police de Birmingham était étudié par d'autres villes. Maya n'avait pas été nommée exactement comme elle l'aurait souhaité, mais cela ne la dérangeait pas. À un feu rouge, elle a vu James Carter conduire une voiture de patrouille avec une jeune recrue à ses côtés, lui enseignant probablement la valeur du respect. Decca Martinez purgeait toujours sa peine et participait désormais véritablement à un programme de réhabilitation. La justice était loin d'être terminée, mais Birmingham était un peu meilleure qu'elle ne l'avait été et Maya savait que c'était tout ce que l'on pouvait espérer, faire la différence, une décision, une interaction respectueuse à la fois. Son téléphone a vibré. C'était un message de Carmen Rodriguez. Je viens de gagner mon premier procès en matière de droit civique. Merci de m'avoir montré que le courage est contagieux. Maya répondit, tu as trouvé ton courage, Carmen. Je t'ai seulement aidé à voir qu'il était déjà là. Elle est arrivée à la fête d'Emma pile à l'heure. La petite fille courut la serrer fort dans ses bras et Maya réalisa que parfois les victoires les plus significatives sont les plus silencieuses, comme une fille de 12 ans qui grandit en croyant que la justice est possible parce qu'elle l'a vu prendre vie. Alors que Maya regardait Emma ouvrir ses cadeaux, entourée de sa famille et de ses amis de tous horizons, elle pensait à Decca Martinez en train d'apprendre l'existence des communautés qu'il avait autrefois blessées. Elle pensait à James Carter enseignant aux nouveaux officiers à voir les gens comme des êtres humains. Elle pensait à Carmen Rodriguez, qui se bat aujourd'hui pour les familles qui avaient besoin de quelqu'un pour les défendre. Le cercle n'était pas complet et il ne l'est jamais mais il s'était élargi. Cela protégeait désormais davantage de personnes. Maya a remis à Emma son cadeau, un autre kit scientifique. Parce que les esprits curieux changent le monde. Que veux-tu faire quand tu seras grand, demanda Maya. Emma rayonnait, un juge comme vous, pour que je puisse aussi aider les gens. 5 ans après son arrestation, Maya Thompson a reçu une invitation inattendue. Decca Martinez, libérée de prison depuis 2 ans maintenant, a demandé à la rencontrer. Sa lettre était simple. Juge Thompson, j'aimerais m'excuser en personne et vous montrer ce que j'ai appris. Maya a accepté de le rencontrer dans un café du centre-ville, dans le quartier même où elle avait été arrêtée. Derek est arrivé tôt, habillé de façon décontractée, et l'air profondément transformé. La prison et la thérapie l'avaient transformé. Juge Thompson, merci d'avoir accepté de me rencontrer, commença-t-il nerveusement. Je sais que je ne mérite pas votre temps. Maya l'a étudié attentivement. Monsieur Martinez, je suis ici parce que je crois en la rédemption. Montrez-moi ce que vous avez appris. Decca a décrit son travail avec une organisation à but non lucratif qui aide les anciens policiers à comprendre les préjugés implicites. J'explique aux services de police comment les préjugés détruisent les communautés et les policiers eux-mêmes. Je leur raconte mon histoire en guise d'avertissement. Il lui a montré des lettres de personnes dont les dossiers avaient été réexaminés à la suite de l'enquête déclenchée par son arrestation. 43 personnes ont vu leurs charges abandonnées ou leur casier judiciaire effacé. 12 familles ont été indemnisées pour arrestations injustifiées. Maya hocha la tête. Monsieur Martinez, la responsabilisation ne se résume pas à une punition. Il s'agit d'apprendre et de changer. Ce que vous faites compte. La voix de Decca se brisa. J'ai détruit tant de vies à cause de mes préjugés. Je ne peux pas effacer cela, mais je peux contribuer à empêcher d'autres policiers de faire la même chose. Maya a ressenti un véritable remords, pas seulement de la culpabilité. L'homme qui l'avait arrêté n'aurait jamais admis sa faute. Et voilà qu'il l'avait fait. Les gens peuvent évoluer, même après avoir commis de terribles erreurs. Leur conversation a duré 1 heure. Derek n'a pas demandé pardon. Il a demandé des conseils pour mieux aider les autres à changer. Après son départ, Maya s'est assise tranquillement, réfléchissant à la complexité de la justice. La punition de Decca était nécessaire, mais sa transformation était encore plus précieuse pour la société que la colère persistante. Elle a appelé James Carter, désormais capitaine des relations communautaires.
James, D.K. Martinez est venu me voir aujourd'hui. Il fait un vrai travail pour changer la culture policière. James n'était pas surpris. Maya, j'ai vu ses présentations aux nouvelles recrues. Il est plus efficace que n'importe quel manuel pour leur montrer à quoi ressemblent les préjugés dans la vraie vie. Maya a compris que même l'histoire de D.K. faisait partie de la solution. Sa chute de l'autorité à la prison, puis à la défense des droits a montré aux autres policiers que leur choix avait des conséquences, mais aussi que la rédemption était possible. Le modèle de Birmingham incluait désormais l'histoire de D.K. dans le cadre de sa formation obligatoire. Les nouveaux agents ont appris non seulement ce que pas à faire, mais aussi comment les préjugés détruisent les carrières et les communautés. Maya a mis à jour la citation affichée sur le mur de son bureau. La justice est une transformation, la transformation des systèmes, des personnes et des communautés prêtes à accomplir le dur travail du changement. 10 ans après son arrestation, Maya a reçu un appel du ministère américain de la Justice à Washington. Ils lui ont demandé de diriger un groupe de travail national sur la réforme de la police, en utilisant le modèle de Birmingham comme source d'inspiration pour d'autres villes. Juge Thompson, votre affaire a démontré que le changement est possible lorsque les institutions sont tenues responsables, a expliqué le procureur général adjoint. Nous souhaitons étendre vos réformes à l'échelle nationale. Maya avait bien réfléchi à cette offre. Cela signifiait quitter son tribunal de Birmingham, mais l'opportunité d'avoir un impact sur des milliers de citoyens à travers le pays était indéniable. Elle a accepté, à une condition. Le groupe de travail doit inclure les voix des communautés concernées, et pas seulement celles des forces de l'ordre et des experts juridiques. Carmen Rodriguez, aujourd'hui avocate spécialisée dans les droits civiques, a rejoint le groupe de travail en tant que représentante de la communauté. James Carter est devenu spécialiste de la réforme des forces de l'ordre. D.K. Martinez a lui aussi apporté sa contribution, offrant un éclairage sur la manière d'atteindre les policiers réfractaires aux formations sur les préjugés. Son point de vue unique, celui d'un homme qui a tout perdu et qui a réussi à se reconstruire, lui a permis d'être efficace auprès d'un public sceptique. L'équipe s'est rendue dans les grandes villes pour étudier les services de police et mettre en œuvre des réformes inspirées du modèle de Birmingham. Chaque ville présentait des défis spécifiques, mais les principes fondamentaux sont restés les mêmes. Transparence, responsabilité et engagement communautaire. À Chicago, ils ont découvert des disparités en matière d'arrestation plus marquées que celles révélées par les données initiales de Birmingham. À Phoenix, ils ont identifié des programmes de police de proximité prometteurs, qui nécessitaient d'être développés. À Atlanta, ils ont révélé des incitations budgétaires systémiques qui récompensaient les agents en fonction du nombre d'arrestations, indépendamment des taux de criminalité réels. Maya a témoigné devant le Congrès sur la nécessité de normes fédérales en matière de responsabilité de la police. Nous avons prouvé que la réforme fonctionne, a-t-elle déclaré à la commission judiciaire, mais cela ne devrait pas dépendre du fait qu'un juge soit arrêté ou non. Les protocoles de Birmingham ont été adoptés en loi fédérale, exigeant que tous les services de police recevant un financement fédéral publient des données sur les arrestations raciales et se soumettent à un examen si les disparités dépassent les moyennes nationales. L'histoire de Maya a été enseignée dans les facultés de droit comme une étude de cas sur la manière dont le courage individuel peut conduire à un changement systémique. Mais elle a toujours mis l'accent sur l'effort collectif derrière une réforme durable. Mon arrestation a duré des heures, a-t-elle déclaré aux étudiants. Le véritable travail a pris des années et a mobilisé des centaines de personnes engagées en justice. D.K. Martinez intervient désormais dans les écoles de police du pays. Son histoire est à la fois un avertissement et une source d'espoir. Je suis passé du statut d'agent respecté à celui de détenu fédéral en une seule matinée, a-t-il déclaré aux recrues. Mais j'ai aussi appris que même quelqu'un comme moi peut changer et contribuer à la justice. Le rapport final du groupe de travail national a documenté les réformes réussies dans 40 villes, transformant la façon dont des millions de citoyens interagissent avec la police. Maya se préparait à retourner à Birmingham, consciente que son travail avait eu un impact sur le pays tout entier. Le changement était lent, mais il se propageait. 10 ans après son arrestation, Maya est revenue au poste de juge en chef du tribunal de grande instance. La ville s'était transformée. La responsabilité de la police est désormais la norme et les plaintes pour discrimination ont diminué de 80%. Emma, aujourd'hui en dernière année de droit à 23 ans, a effectué un stage dans la salle d'audience de Maya. Elle rédigeait sa thèse sur la manière dont des actes de courage individuel peuvent transformer les systèmes institutionnels. Tante Maya, a dit Emma pendant le déjeuner, mon professeur veut vous interviewer sur la façon dont votre affaire a changé le fonctionnement de la police à l'échelle nationale.
Maya sourit. Dites à votre professeur que le véritable changement est né du travail collectif de centaines de personnes. Mon arrestation a simplement ouvert une porte que d'autres ont eu le courage de franchir. James Carter, désormais chef de la police, passait chaque semaine au bureau de Maya pour discuter des relations avec la communauté. Le service qu'il dirigeait ne ressemblait plus à celui qui avait autrefois employé Decca Martinez. Cette année, a-t-il déclaré fièrement, nous avons diplômé notre promotion la plus diversifiée à ce jour. Chaque recrue est issue des communautés qu'elle servira et a reçu une formation avancée sur les préjugés. Carmen Rodriguez, qui dirige aujourd'hui un centre d'aide juridique à but non lucratif, est venue d'Atlanta. Maya, nous utilisons le modèle de Birmingham pour former des avocats dans tout le sud des États-Unis. Votre cas nous a appris que la justice exige à la fois du courage individuel et un changement systémique. Derek Martinez, aujourd'hui directeur d'une association à but non lucratif œuvrant pour la réforme de la police, envoyait régulièrement à Maya des rapports trimestriels sur son travail. Son programme avait formé plus de 3000 agents dans 40 États. Juge Thompson, écrit-il dans sa dernière lettre, j'ai parlé à des cadets à Denver la semaine dernière. Quand je leur raconte comment mes préjugés ont ruiné ma carrière et blessé des innocents, ils m'écoutent. Ma honte est devenue leur leçon. Maya étudia attentivement ces rapports. La transformation de Decca symbolisait quelque chose de puissant. Même ceux qui causent le plus grand tort peuvent devenir des forces du bien, s'ils changent vraiment. Mais le changement le plus significatif a été plus discret. Maya a parcouru les quartiers de Birmingham où les citoyens ne se crispaient plus à la vue d'une voiture de police. Les enfants saluaient les policiers au lieu de se cacher. Les réunions communautaires étaient axées sur le partenariat, et non sur les plaintes. Sa filleule, Emma, postulait pour un poste de greffière fédérale, dans l'espoir de travailler sur des dossiers de droit civique. Je veux poursuivre ce que tu as commencé, tante Maya. Chaque génération doit défendre la justice. Maya ressentait de la fierté, mais aussi du réalisme. Emma, le travail n'est jamais terminé. Chaque génération est confrontée à de nouveaux défis en matière d'équité et d'égalité. Lors de la remise des diplômes d'Emma à la faculté de droit, Maya a prononcé le discours d'ouverture. Vous entrez dans une profession où les choix individuels peuvent engendrer un changement systémique, a-t-elle déclaré aux diplômés. Utilisez ce pouvoir avec sagesse. Emma a reçu le prix du droit des droits civiques et l'a dédié à Maya. Elle m'a appris que le courage ne se résume pas à l'absence de peur, mais à faire ce qui est juste, même quand on a peur. Maya a observé la nouvelle génération d'avocats assermentés, sachant que l'avenir de la justice était entre de bonnes mains. 15 ans après son arrestation, Maya Thompson s'apprêtait à prendre sa retraite à l'âge de 55 ans. Sa dernière semaine en tant que juge en chef a été marquée par des cérémonies honorant ses contributions à la réforme de la justice, mais elle s'est concentrée sur la conclusion de ses dernières affaires. Lors de son dernier jour, elle a reçu un visiteur inattendu. Derek Martinez, aujourd'hui âgé de 58 ans et aux cheveux gris, a demandé à lui parler en privé. Juge Thompson, je voulais juste vous remercier avant que vous ne preniez votre retraite, dit-il doucement, sa voix ferme mais pleine de quelque chose de plus profond. Non pas pour m'avoir pardonné, mais pour m'avoir montré que la rédemption est possible. Maya le regarda. L'officier en colère et plein de préjugés d'il y a 15 ans avait disparu. À sa place se tenait un homme qui avait passé chaque jour depuis à essayer d'arranger les choses. Monsieur Martinez, répondit-elle doucement, c'est vous qui avez fait le travail. Je n'ai jamais renoncé à croire que les gens pouvaient changer. Decca lui tendit une photographie, soigneusement protégée par une pochette transparente. Elle montrait un jeune officier noir recevant une médaille d'honneur. Voici Marcus, dit Decca d'une voix légèrement tremblante. C'est un jeune que j'ai encadré. Il vient du même quartier où je t'ai arrêté. Il est devenu policier parce qu'il voulait prouver que la police pouvait servir sa communauté avec respect. Maya hocha lentement la tête, le poids du moment s'installant dans sa poitrine. C'est là la véritable mesure de ta rédemption, Derek. Non pas ce à quoi tu as survécu, mais ce que tu as aidé les autres à devenir. À ce moment-là, Emma les rejoignit. Elle avait alors 32 ans et était procureure fédérale spécialisée dans les droits civiques. Elle se tenait avec une force tranquille, à l'image de la femme qui l'avait élevée. Elle se préparait à sa première affaire importante, un procès pour faute policière. L'exemple de Maya avait posé les bases de son argumentation depuis longtemps. Tante Maya, dit-elle, les yeux brillants de détermination, mon procès commence la semaine prochaine.
L'avocat de la défense a tenté de démontrer que la partialité d'un seul officier ne prouve pas l'existence d'une discrimination systémique. Maya sourit d'un air entendu, se penchant légèrement vers sa nièce. « Et qu'as-tu dit » Les yeux d'Emma brillaient de détermination. J'ai cité Thomson C. Service de police de Birmingham. J'ai expliqué que les actions individuelles peuvent révéler des défaillances institutionnelles quand des schémas commencent à apparaître. Plus tard dans l'après-midi, Maya et Emma marchaient ensemble dans le centre-ville de Birmingham. Devant le siège de la police, une nouvelle plaque brillait sous le soleil. Elle rendait hommage au partenariat du département avec la communauté et à son engagement renouvelé en faveur d'une police constitutionnelle. James Carter, l'actuel chef de la police et futur chef à la retraite, les accueillit dans un café voisin. Il salua Maya d'un signe de tête chaleureux et respectueux. « Maya, commença-t-il, le département souhaite donner ton nom au nouveau bâtiment de sensibilisation communautaire. » Mais Maya secoua la tête. « James, donne-lui le nom de ceux qui ont exigé le changement. Mon arrestation n'était que le début. » Ce soir-là, Maya rentra chez elle en voiture, empruntant des rues qu'elle connaissait comme les lignes de sa paume. Un jeune agent de patrouille leva la main en signe de salut respectueux à son passage. Ce simple geste, qui semblait aujourd'hui normal, aurait été révolutionnaire il y a 15 ans. De retour dans sa maison paisible, Maya ouvrit le dossier de son avis judiciaire final. Il s'agissait d'une affaire de droit civique concernant l'accès au vote. Ces mots portaient le poids d'une vie passée à affronter l'injustice, une vérité façonnée par son propre parcours. La justice n'est pas une destination, écrivit-elle, mais un voyage continu qui exige vigilance, courage et la volonté d'affronter les vérités inconfortables au sein de nos institutions. Son téléphone sonna. C'était Carmen Rodriguez, qui appelait depuis Washington, alors qu'elle était procureure générale adjointe des États-Unis. « Maya, dit Carmen d'une voix respectueuse, merci de m'avoir montré que le courage d'une seule personne peut tout changer. » Maya se laissa aller en arrière, le cœur lourd. Elle songea à son héritage, des centaines d'accusations injustifiées abandonnées, des dizaines d'agents formés à reconnaître leurs préjugés et des millions de citoyens vivant dans des communautés où la police est désormais tenue responsable de ses actes. Le travail continua, même sans elle, porté par Emma, par James, par Carmen, même par Decca. Elle savait que c'était ainsi que se produisait le véritable changement. Une génération enseigne à la suivante que la justice est la responsabilité de tous. Et Maya ? Elle avait vécu cette vérité, à chaque respiration.